Nous voici à Giverny, en Normandie. C'est le second site le plus visité de la région après le Mont Saint-Michel, car c'est ici que le peintre Claude Monet va s'installer avec ses palettes, ses pinceaux et sa famille en 1883 et jusqu'à la fin de ses jours en 1926. Et vous allez le voir, ce maître de l'impressionnisme illumine sa maison comme son jardin par touches de couleurs. Et quoi de mieux pour visiter cette maison que rencontrer l'un des membres de la famille de Monet. Vous êtes très exactement l'arrière-petit-fils par alliance de Monet, c'est ça? Tout à fait. Alors, vous l'avez sans doute pas connu de votre vivant. Et non. Non, et non, il vous a quitté. Par contre, vous avez plein de souvenirs. Énormément de souvenirs, puisque gamin, je venais ici, mais j'ai appris beaucoup par ma grand-mère et par ma mère, qui est née dans cette maison, ma mère. Monet, c'était quelqu'un qui était à la fois très généreux, un bon grand-père, mais aussi quelqu'un de très rigoureux. Par exemple, il ne voulait pas que les enfants tutoient les plantes, pas y toucher. Donc c'est quelqu'un qui adorait les enfants, mais il avait une œuvre à faire. Pourquoi avoir quitté Paris, lui qui est un artiste? On a un peu tendance à croire que la scène parisienne séduit les artistes. Et lui, pourquoi vient-il s'installer ici? Pour être tranquille, tout simplement. Ouais. Justement à l'écart des bruits, des rumeurs de la ville. Et il avait compris assez vite, c'est un artiste et c'est un peintre, que la lumière ici avait une qualité particulière du fait de la présence de la Seine et de la colline derrière. Et puis il a trouvé cette maison, ce jardin. Il faut dire qu'à ce moment-là, il vivait avec mon arrière-grand-mère. Ensemble, ils avaient 8 enfants. Bon, il fallait une grande maison. Et oui, forcément. Et puis le loyer était sans doute plus accessible que s'il avait été à Paris, ou plus proche en tous les cas. En plus, c'est économiquement parlant, c'était une solution de toutes les manières plus facile. Ce qui est saisissant ici, Philippe, c'est qu'il y a de la couleur dès l'entrée de cette maison. Les escaliers sont verts, les volets sont verts, les murs de la maison sont roses. On a l'impression que nature et maison dès l'entrée fusionnent. C'est harmonieux encore. Mais à l'origine, la maison n'était pas dans ces couleurs-là. C'est Monet qui les a décidées, qui les a choisies. C'était de quelle couleur? Bon, c'était un gris, c'était une façade de maison. Triste à mourir. Triste à mourir, presque. Mais Monet tout de suite a compris qu'il fallait absolument mettre de la joie dans cette maison et dans sa façade. Et il a choisi ce vert et ce rose. C'est parce que, évidemment, comme vous le dites, c'était l'harmonie avec la nature. On ne voit plus la frontière entre jardin et maison. Une maison-jardin. L'œuvre de Monet, ça va être un tout complet. Il va y avoir la maison, le jardin. C'est une œuvre totale. Je pense surtout qu'on est quelque part dans un univers onirique. Monet a construit ici un véritable paradis. Eh ben, allons dans la maison. Quelle chance. Allez. Je peux tourner la poignée là? Mais faites-vous plaisir. Je pose ma main là où Monet l'a sans doute posé de nombreuses fois. Et nous voici au rez-de-chaussée de la maison. Ça y est, les couleurs apparaissent. Dès l'entrée, nous sommes dans du bleu. Et puis nous pénétrons dans la salle à manger. Et alors là, c'est un jaune éclatant, en tous les cas lumineux. Un jaune solaire, on va dire en quelque sorte, parce que la pièce est assez renfermée sur elle-même. Et à l'époque, quand Monet est arrivé ici, les fenêtres n'étaient pas aussi importantes. Ah d'accord. Donc c'était un peu sombre. Donc Monet, il avait besoin de la lumière. Hein. Un peintre, la lumière, c'est important. Donc il a tout peint en jaune, les chaises, les meubles. Comme ça, on est inondé dans la couleur et dans la lumière. Il y a un service de table Monet qu'il a fait sur mesure. On voit ici sur la table une assiette jaune avec un liseré bleu autour. Oui. À cette table, se sont assis les grandes figures d'une histoire de l'art de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Des Sisley, des Caillebotte, des Renoir. Les Cézanne, les Rodin. On ne parlait que d'art à cette table ou pas du tout? On parlait de tout puisque il y a un convive qui est venu souvent ici, qui est une grande figure, c'est Clémenceau. Oui. L'ami Clémenceau. Donc vous voyez, on parlait certainement évidemment aussi de politique. Et puis, il y recevait aussi Octave Mirbeau, le grand dramaturge, l'écrivain. Donc on peut imaginer qu'il parlait de littérature. Monet, il s'occupait pas beaucoup de la cuisine, bien sûr, mais la salade, il n'y a que lui qui l'assaisonnait. Il y ajoutait quelques fleurs de capucine. Les capucines de l'allée centrale du jardin. La salade devient tableau également. La salade devient un tableau, et puis parce que ça a un goût poivré. Il avait une place attribuée, Monet? Oui, vraisemblablement au milieu de ce côté-là. On peut s'y asseoir? Ah oui, on peut s'y asseoir. Vous allez nous servir à manger quelque chose de bon, j'imagine. Une bonne salade. Mais
Il y a pas mal d'estampes. Ici, on a 231 estampes japonaises. Oui, tout à fait. La plus grande estampe mondialement connue, la vague de Hokusai. Ouais. C'est une pièce très importante. Ces figures féminines, ce sont des œuvres de Utamaro. Utamaro est un très grand artiste de l'estampe japonaise. Ça, c'est Hiroshige qui a fait des séries de vues du Tokaido. C'est intéressant parce que dans cette connaissance qu'il avait, il y a certainement emprunté justement le mode de la série qu'il va développer par la suite. Comme pour ces nymphéas, finalement. Comme pour bien avant les nymphéas, les meules, les peupliers, la cathédrale de Rouen, les bras de Seine. Alors là, dans ce vaisselier, sont exposées de belles assiettes, mais qui sont de part et d'autre bleues. Et là, on quitte le jaune. Oui, mais c'est une manière d'introduction pour aller dans la cuisine. Et puis quoi le jaune et le bleu, c'est le vert de la nature. Je suis attirée par le bleu, là on y va. La cuisine, toute de bleu vêtue. Et alors là, qu'est-ce qu'on a exactement? Ce sont des carreaux de faïence? C'est des carreaux de faïence bleus qui sont typiques de Rouen, la faïence de Rouen, et qui jouent de contrastes absolument magnifiques avec toute la batterie de cuisine de cuivre rutilant et qui vient complètement en magnifique contraste. Et regardez ce magnifique objet. Vous savez ce que c'est? Oui, parce que ma maman s'en servait quand j'étais plus petite pour faire de la confiture. Eh bien, moi, j'ai vu ma grand-mère faire de la confiture dans ces objets-là. C'est dommage qu'il n'y en ait pas là, on aurait envie de prendre quelques cuillères de bonne confiture. Et Monet était-il amateur de confiture de fleurs peut-être? Alors, non, pas particulièrement, mais il aimait beaucoup ce qui était la confiture anglaise. Donc tout ce qui est un peu relevé quand même, tout de même. Il aimait beaucoup tout ce qui venait d'Angleterre, et notamment le pudding et les scones. Un pudding peut-être qui était cuit dans ce four. D'ailleurs, je ne sais pas comment on prépare le pudding, vous me direz, mais c'est une pièce de collection. C'est collector, comme on dit, tout à fait. Ce sont les anciens ustensiles de cuisine qui marchaient au charbon. Donc on enfilait on faisait le feu à l'intérieur avec... et c'est comme cela que le four pouvait fonctionner. Et Monet cuisinait, lui, à part faire sa salade, est-ce qu'il était... Non, Monet ne cuisinait pas lui-même. Il avait du personnel qui cuisinait. Il y avait quelqu'un qui s'occupait de tout ce qui était le linge domestique, quelqu'un qui s'occupait de la cuisine, quelqu'un qui s'occupait... Il y avait un chauffeur, faut pas oublier. Monet était passionné par la voiture. Donc il y avait surtout qu'il avait eu les moyens à partir d'un certain moment. Donc il y avait du personnel assez nombreux. Je crois qu'au rez-de-chaussée, nous avons une autre pièce, et non des moindres. Il s'agit du salon-atelier de Monet. Alors, le salon-atelier, c'est en fait le premier espace que Monet a occupé pour faire son atelier quand il est arrivé ici en 1883. Et pour accéder au salon-atelier, on passe par ce petit salon, toujours des estampes japonaises, du bleu, et puis... Ah, des photos, tiens, mais qui est-ce? Ah oui, ça c'est ma maman, Simone, qui se prénommait Sissi. Ah, comme l'impératrice. Elle a 2 ans, elle était née en 1903 dans la maison, au-dessus. Oh là là, mais c'est marrant, on se demande qui est la poupée des deux là quand on regarde la photo. Elle est mignonne, non? Très. Ah, le salon atelier, ça vaut le détour. Tout à fait. On a autour de nous des chefs-d'œuvre, ceux de Monet. Mais alors, à la nuance près, c'est qu'il ne s'agit pas des originaux. Eh non, ce sont des copies, bien sûr. Oui. Alors, on est donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui le salon-atelier. Ici, effectivement, Monet a quand même créé énormément de chefs-d'œuvre. Tenez, regardez cette pièce. Magnifique tableau qui s'appelle La Barque. Et c'est une toile absolument essentielle dans l'histoire de la peinture de Monet. Parce que, vous voyez la composition. Les 3/4 du tableau, c'est quoi? De l'herbe qui ondule au fond de l'eau. C'est la formule de Monet. Vous en avez un autre qui est particulièrement émouvant. Avant d'arriver à Giverny, Monet a vécu à Véteuil avec sa femme et ses 2 enfants. Et c'est à Véteuil que Camille est décédée le 5 septembre 1879. Et ce jour-là, Monet n'a pas pu s'empêcher de prendre une toile, des pinceaux, et de faire le portrait de Camille sur son lit de mort. Au premier coup d'œil, on a une vision fantomatique et en même temps quelque chose de très vaporeux qui s'en va comme si on voit l'anima, l'âme sortir. L'âme qui s'envole. Exactement, c'est ça qu'on ressent. C'est très
aérien Oui. comme peinture. Et puis comme on peut le repérer, c'est un tableau un peu dans une tonalité chromatique différente de ce qu'on connaît de Monet. Ah ouais. C'est une espèce de blanc-gris, mais qui revient complètement à l'espace de l'au-delà. On peut en trouver encore d'autres, comme par exemple ces tableaux qui sont ici, qui sont Ça me rappelle quelque chose, cette fleur. premiers nymphéas. Mais il en a fait combien de tableaux de Oh là là. en centaines? Oui, plus de 200-300 centaines, oui. Puis vous avez ici, par exemple, la série des cathédrales, c'est-à-dire les années 90. Il y a 30 toiles sur le thème des cathédrales de Rouen. En fait, ce qui l'intéressait, c'était les jeux de la lumière sur la surface pierreuse de la cathédrale. Tout ce qu'il a voulu faire, c'est établir comme une espèce de florilège. C'est-à-dire, vous savez, les très bons morceaux, ceux qui portent plein de mémoires, plein de souvenirs particuliers, pour rendre encore plus sensible l'atmosphère de cette pièce. Une mémoire picturale, donc. Clémenceau venait souvent ici parce que pendant la guerre, Clémenceau venait en quelque sorte se ressourcer. On venait ici prendre le café. Moi, je me souviens parfaitement, dans les années 50, j'étais bout de chou, on déjeunait dans la salle à manger, puis les grands venaient ici et nous, les gamins, on allait se promener dans le jardin ou on allait pêcher dans le bassin. Nous passons à l'étage et nous allons pouvoir cette fois découvrir les appartements de Monet et de son épouse, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors la chambre, c'est là. Ah, la lumière. Alors là, c'est une vision très surprenante parce que j'ai l'impression que cette chambre flotte littéralement dans le jardin. C'est très surprenant comme impression, c'est ces grandes fenêtres. Alors peut-être que c'est dû au fait que vous les ayez ouvertes, je ne sais pas, mais c'est... Et qu'il y ait une très belle lumière. Et une vue. Et une vue sur le jardin qui en dit long de la peinture de Monet. C'est quasiment un tableau. Le lit où il est mort, je crois, hein, d'après ce que j'ai compris. Alors, il y a une histoire qui fait parler. C'est l'intervention de Clémenceau, quand les pompes funèbres auraient recouvert le cercueil d'un drap noir. Et alors, qu'est-ce qu'il serait passé? Alors, c'est Sacha Guitry qui, dans le petit film qu'il a fait, il raconte que, effectivement, Clémenceau aurait dit non, pas de noir pour Monet en enlevant le catafalque sur le cercueil, arrachant un rideau et mettant un rideau fleuri sur le... Mais, ceci étant, ça doit être quand même beaucoup un peu l'imaginaire de Sacha Guitry. Attendez là, ce ne sont pas des toiles de Monet autour de moi, là je reconnais pas sa patte. Bien vu, quel œil. Oui. Non, c'est la collection de Monet, avec des chefs-d'œuvre, comme le tableau ici de Caillebotte. Évidemment, ici un Renoir, ici un Cézanne. C'était des artistes avec lesquels il avait des relations historiques, je dirais, puisqu'ils ont ensemble mené le combat de l'impressionnisme. Ce ne sont évidemment encore que des copies, des tableaux qui sont conservés au musée Marmottan. Juste à côté, un cabinet de toilette, le sien, j'imagine. Et dans l'enfilade, un autre cabinet de toilette, celui d'Alice, son épouse, pour déboucher dans la chambre d'Alice. Et voilà. Et c'est dans ce lit qu'Alice Monet est décédée le 19 mai 1911, laissant veuf pour la deuxième fois de sa vie Monet. Ici, la décoration est beaucoup plus sobre, je trouve. D'ailleurs, c'est moins lumineux. Vous m'avez parlé d'un atelier, un grand atelier. J'ai très envie d'aller le découvrir et ça se passe juste à l'extérieur. On y va. Comme c'est agréable, parce qu'au fil de la journée, la lumière se transforme sur les fleurs et on a des nuances qui deviennent de plus en plus ocre, rouge. On est plus chaleureux dans les tons. Et le voilà donc, cet atelier des nymphéas. Et il porte bien son nom parce que je crois que c'est ici que Monet a peint cette série décorative aux proportions étonnantes. La série des nymphéas, il les a vraiment peints ici parce que c'est tellement gigantesque. Oui. Là, c'est une boutique aujourd'hui, mais c'est plus un atelier. Non, c'est plus un atelier. Il a fait construire cet atelier en 1915, c'est-à-dire en pleine guerre. Un peu, peut-être, pour dire, pendant que l'Europe est en train de s'écrouler, moi, je vais bâtir et je vais faire une grande œuvre. Monet, pour peindre ces nymphéas, avait créé des châssis à roulettes qui faisait 5 mètres de long, 1 mètre 20, 1 mètre 50 de haut, ce qui permettait à Monet pouvoir porter sa main et le pinceau à tous les endroits. Il n'avait pas besoin de monter sur une échelle ou quoi que ce soit. C'est le projet sublime de la fin de l'œuvre de Monet. Et il va en faire don à l'État français. Et c'est une œuvre où il nous place au milieu du bassin aux nymphéas.
Le bassin Onafea, c'est un peu plus loin par là-bas, non? Le bassin Onafea, c'est par là. J'y vais. Et ce chef-d'œuvre est né ici. Mais c'est Monet qui a créé ce jardin d'eau pour y mettre ses plantes aquatiques. Exactement, à l'époque ici il n'y avait rien, c'était un marécage en fait. Il y avait juste la propriété de l'autre côté de la route maintenant, mais qui était une voie de chemin de fer à l'époque. Et Claude Monet a créé ce bassin pour installer les nymphéas qu'il avait découvert à l'exposition universelle de 1900. Et il était tombé amoureux de cette plante, il voulait absolument en avoir dans son jardin. Mais pour faire arriver l'eau dans ce bassin, il est vrai qu'il a détourné le bras de la rivière du village? Alors oui, il a détourné un petit rue, un bras de l'Epte pour pouvoir alimenter le bassin. Là, on a la chance exceptionnelle de monter à bord de la barque de Jean-Marie, parce que Jean-Marie, c'est de là d'où vous pouvez nettoyer le bassin, car les nymphéas, eh ben, c'est du boulot, j'ai cru comprendre. Il y a beaucoup de travail sur l'étang. En fait, tous les jours, il y a quelqu'un qui nettoie la surface ou qui coupe l'herbe dans le fond, etc. Comme à l'époque de Claude Monet, parce que chaque jour, il y avait un jardinier pour nettoyer la surface de l'étang. Monet tenait absolument à ce que son étang soit impeccable. Donc tous les jours, nous aussi, il y a quelqu'un pour nettoyer les nymphéas. Les nymphéas sont plantés en taches, en fait, mais si on les laisse faire, ils vont envahir toute la surface de l'eau. Donc pour garder les taches comme sur les toiles de Monet, on se doit de nettoyer chaque feuille, enlever les feuilles autour, etc. et toujours les limiter en fait. Mais attendez, mais c'est le pont japonais, c'est celui qu'on voit sur toutes les toiles de Monet. On peut s'approcher s'il vous plaît? Bien sûr. C'était un des endroits où Monet aimait beaucoup peindre. Alors le soleil se lève en face et se couche derrière, donc il pouvait peindre à toutes les heures de la journée, d'un côté ou de l'autre. Alors c'est plus joli au-dessus qu'en dessous, ça je vous le dis. Oh là là, on passe parmi les fleurs. Oh, ça sent tellement... mais tellement bon. C'est aussi beau que ça sent bon. Ça éveille tous les sens, ce jardin d'eau. Magnifique. On a un peu l'impression d'être hors du temps. Ouais, c'est vrai. On a cette petite brise extrêmement agréable qui vient caresser nos cheveux. En même temps que la glycine le fait également. Baissons la tête, sinon je vais pas finir ce reportage. Allez Jean-Marie, je vous aide. Hop. Merci. Soleil en plus. Quelle vue formidable depuis ce pont japonais. Mais Jean-Marie, combien de jardiniers travaillaient pour Monet? À l'époque, il avait au moins 9 jardiniers déjà à la fin de sa vie parce qu'il avait un chef jardinier, enfin il était vraiment investi dans son jardin. Le jardin en tout fait 1,6 hectare et on est 12 jardiniers à plein temps. Il y a des bénévoles aussi je crois. Oui, on a des bénévoles qui viennent de tous les pays en fait. Est-ce que Jean-Marie, je pourrais être la bénévole d'un jour et vous aider à planter quelques fleurs aujourd'hui? Bien sûr, ce sera avec plaisir et comme ça vous aurez mis la main un peu au jardin de Claude Monet. Quelle chance. On y va? On y va. Allez, je vous suis. Bah dites-moi Jean-Marie, vous n'y êtes pas allé de main morte hein? Je voulais bien vous filer un coup de main, mais là, je vais pas planter tout ça. Non, on va peut-être pas tout planter, mais bon, comme ça vous verrez au moins comment on fait pour planter un massif. Mais pourquoi il n'y a presque que des fleurs rouges là? Parce que le massif qu'on va planter est à dominante rouge toute l'année. Ça, ce sont des impatiences. Ah bah ça va très bien avec mon caractère. Voilà. Je suis impatiente d'aller les planter. C'est... Là, il y a un petit tronc, on peut se mettre là? Comme tout bon jardinier, il faut bien connaître la plante qu'on va planter. Ah. Celle-ci, par exemple, est pas très haute comme plante. Donc, on doit la mettre plutôt en bordure. Ouais. Si on met l'inverse des grandes devant, on les verra plus, ça sert à rien. On enlève le petit pot. Hop. Voilà. Est-il vrai qu'il faut un peu avec la main libérer les racines? Alors quand elles sont comme ça... Oula, regardez les fleurs, ça croche. C'est pas forcément utile. Non. Mais quand vraiment ça tourne autour et que c'est très dense, oui c'est bien de les couper. Okay. On fait un bon trou. Aussi profond que ça ou ça suffit? Bah, en fait, il faut que la terre soit juste au collet de la plante. D'accord. Voilà. Il faut bien serrer la terre autour. C'est fait. Oh là 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 là. Bien, bah, il faudra revenir la voir d'ici un petit mois pour voir comment elle s'est développée, etc. et si vous avez bien travaillé. Avec grand plaisir. Monet a créé un second terrain de jeu, ce clos normand, et il empruntait souvent cette allée centrale pour profiter de voir pousser ces fleurs avec émerveillement, non?
Exactement. Le clos normand, en fait, lui est conçu pour avoir le plus de couleurs possible. Chaque massif a un impératif de couleur. Il y a des massifs qui seront toujours rouges, toujours jaunes ou toujours bleus. Après, les fleurs qu'on met à l'intérieur, ça peut être différentes variétés du moment que les nuances correspondent à la couleur initiale. Par exemple, ici, ces massifs seront toujours dans les bleus, violets, etc. Ouais. Après, derrière, ça sera toujours un massif qui sera saumon. En bas, ça sera plutôt des couleurs chaudes, orange, jaune, etc. Et plus on va vers le soleil couchant, plus ça sera des couleurs froides, bleues, etc. Mais on a combien de fleurs en tout dans ces deux jardins mélangés? En tout, il y en a des milliers. C'est marrant, ici on emploie souvent le terme impression. On est impressionné, ça donne l'impression. C'est un peintre impressionniste. C'est impressionnant tout ça, non? Exactement. Comment s'effectue ce travail de couleur au fil des saisons? Alors à partir du 31 octobre, vraiment, on arrache tout le jardin. On rebêche tout le jardin entièrement à la main. On replante tous les bulbes pour le printemps, Oui. des milliers de bulbes. On remet toutes les bisannuelles, pensées, giroflées, myosotis, etc., qui vont faire le printemps du mois d'avril jusqu'à la mi-mai, jusqu'au saint de glace. Et là, maintenant, on est à la période où les saints de glace sont passés et où on peut installer les annuelles qui vont faire toute la saison jusqu'à octobre. Par exemple, pour le printemps, c'est les tulipes, forcément, les pensées, les giroflées, les myosotis. Et pour l'été, c'est plutôt les pélargoniums, les pétunias, les dahlias, les impatiences. Est-ce que Monet peignait par toute saison ici? Oui, Monet peignait en toute saison. Il aimait surtout la lumière en fait, en plus des couleurs. Donc les lumières changeantes, même les lumières d'hiver, par exemple, il y a un tableau qui s'appelle La Pie, où on a un tableau de neige avec un ciel gris et une pie noire et blanche sur un poteau. Et ça, c'est vraiment typique de ce que Monet aimait faire avec la lumière, etc. Moi, je vois ce jardin comme il m'est présenté aujourd'hui. Est-ce que du temps de Monet, c'était exactement les mêmes choses? Est-ce que les jardiniers sont vraiment fidèles à ce que Monet avait créé? Alors, on essaye d'être fidèle au maximum à ce que Monet avait créé. Déjà, la structure du jardin est identique vraiment au jardin de Claude Monet. Toutes les allées, tous les massifs, tous les arches, etc. sont exactement les mêmes. Après, les fleurs qu'on met peuvent être différentes parce que depuis 100 ans, il y a énormément de variétés qui ont disparu et des nouvelles variétés qui ont apparu et que Monet aurait sûrement introduit dans son jardin. Donc, nous, on essaye de garder l'esprit, mais voilà, on se permet quand même de changer quelques plantes. On est obligé en fait de s'adapter. C'est tellement agréable tous ces parfums. J'ai envie de les cueillir presque, mais on n'a pas le droit, j'imagine. Non, heureusement, parce que si tout le monde fait un bouquet, vous imaginez bien qu'il ne restera pas grand-chose dans le jardin. Le jardin dénudé, Voilà. c'est moins séduisant tout de suite. C'est ça. À part ces nymphéas, quelles étaient les fleurs favorites de Monet? Il y a forcément les iris, les rosiers, les pélargoniums, les géraniums devant la maison, les capucines dans l'allée centrale. Enfin, il y a énormément de fleurs que Monet aimait en fait. On ne peut pas dire qu'il avait vraiment une couleur de prédilection. Il aimait toutes les couleurs. Quand j'étais dans une allée bleue, eh bien, il y avait tous les camélias de bleu. On allait du bleu marine en passant par le bleu roi pour arriver au bleu pastel. Et c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir une palette de peinture en main et que je projetais comme ça avec mes yeux des coups de pinceau imaginaires pour offrir ce spectacle merveilleux Mais des c'est fleurs. exactement comme ça qu'on conçoit nos massifs. En fait, on essaye de faire comme Monet faisait sur ses toiles. Les fleurs me paraissent, aussi belles soient-elles, assez communes finalement. Il y a des plantes un peu plus exotiques, insolites. Il y a très peu de plantes insolites, même pratiquement pas, parce que Monet préférait les fleurs simples, mais encore une fois avec beaucoup de nuances. Mais il y a une fleur qui est un peu moins commune. Elle porte le nom d'une étoile, je crois. C'était un dahlia qui l'appréciait tout particulièrement. Quelle est cette fleur? Alors ça s'appelle l'étoile de Digoin. Ce dahlia est une fleur très simple, justement, avec 4-5 pétales. C'est loin des dahlias à grosses fleurs, genre pivoine, etc. C'est vraiment ce genre de fleurs qu'il affectionnait. Et ça ressemble vraiment à une étoile, effectivement. Exactement. Ouais, on dirait les bras, les branches ça. des 5. Il y a 5 Ouais, grands pétales. c'est ça. La plupart des gens, j'imagine, qui viennent ici, n'ont jamais vu le jardin, mais le voient pour la première fois là. Ils le connaissaient qu'à travers ces toiles. On essaye de ne pas les décevoir et c'est un gros challenge quand même, de proposer quelque chose qui soit à la hauteur. Et est-ce qu'il y a au fait un potager ou des arbres fruitiers ici? Alors il y a très peu d'arbres fruitiers, il y en a quelques-uns autour des pelouses, quelques poiriers sur les murs,
mais c'est pas vraiment le but du jardin. Même les pommiers sur la pelouse, par exemple, sont des pommiers à fleurs. C'est toujours plus de fleurs en fait. C'est une serre? Oui, alors c'est la serre d'époque de Claude Monet où il mettait ses orchidées, les plantes pour décorer la maison. On y va alors? On y va. J'ai trop envie. Mais Jean-Marie, est-ce que ici les plantes parlent? Parce qu'elles ont leur langage, les fleurs, mais ici particulièrement. Ah, il y a toujours des petites histoires. Par exemple, on a les pélargoniums devant la maison. Il y a une photo de Claude Monet qui est au milieu des pélargoniums. Oui. Cette photo, on l'a montrée à un spécialiste et il nous a donné les noms des 2 variétés qui étaient à l'époque présentes. Ces 2 variétés, évidemment, n'existent plus, mais nous avons réussi à retrouver quelques boutures au Muséum d'Histoire Naturelle à Chevreloup. Génial. Ils nous en ont fait cadeau, nous les avons bouturés pendant plusieurs années et maintenant nous remettons les pélargoniums de Claude Monet devant la maison. Formidable. La serre, nous y sommes. Autre merveille à découvrir à l'intérieur, j'imagine. Oui, évidemment, on en a tout de suite plein les yeux encore. Rouge, violet, blanc, jaune, rose. Quel émerveillement! Et bienvenue au royaume des orchidées ici. Tout ce qu'on a ici sert surtout à la décoration dans la maison comme à l'époque de Claude Monet. Il avait une collection d'orchidées, donc traditionnellement on essaye de la conserver. Il y a aussi des plantes d'intérieur, etc. pour la maison, la boutique, les bureaux, etc. Vous en mettez régulièrement dans la maison Oui, des fleurs? on en met toutes les semaines. Elle est fleurie en permanence. Voilà. Et chaque pièce a sa fleur? Oui, il y a des pièces, par exemple on essaye de mettre le jaune dans les pièces jaunes. On essaye, Comme la salle à manger. Voilà, exactement. Ouais. Du bleu pour la cuisine. Voilà, on essaye de garder les mêmes tons et d'avoir des choses cohérentes, quoi. Bon, bah écoutez, je prends celle-là. Hop. Vous pourriez dire oui quand même. À Giverny, Claude Monet a peint l'éphémère pour l'éternité. Il a fait de la nature un atelier de peinture et de son jardin un tableau vivant. Si vous souhaitez à votre tour profiter de cet univers extraordinaire et enchanteur et entrer davantage dans l'intimité du peintre, sachez que sa maison et ses jardins sont ouverts du 1er avril au 1er novembre de 9h30 à 18h. L'entrée est à 12 € pour les adultes, 6,50 € pour les moins de 17 ans et c'est gratuit pour les moins de 7 ans.